Harry Roselmack, c'est l'histoire d'une passion, l'histoire d'un gosse qui rêvait peut-être de faire de la télévision, Harry, et qui s'est retrouvé à présenter le journal de 20h pour la France entière, le journal le plus écouté, et qui aujourd'hui publie des nouvelles d'après 20h. Donc le 20h c'était avant. Mais quand même, cette vie-là on l'oublie jamais, Harry. Non, cette vie-là on l'oublie jamais. Et moi, ce dont je rêvais quand j'étais petit, c'était déjà de jouer avec les mots. J'ai découvert assez tôt le pouvoir des mots, l'importance des mots dans une relation, puisque j'ai vécu une relation fraternelle avec ma sœur aînée, qui, elle, était à la Martinique alors que nous étions à Tours, dans l'Hexagone. On avait une relation épistolaire. Donc moi, très tôt, j'ai connu l'importance des mots. Et le 20h, j'en ai pas vraiment rêvé. Le 20h, ça m'est arrivé. Et c'était effectivement une belle aventure. Et il m'en reste beaucoup de choses, évidemment. Et alors, on retrouve dans l'histoire de la télévision, sous le nom d'Harry Roselmack, premier présentateur noir d'un journal de 20h. Ça fait quoi de lire ça ? C'est vrai que c'est quelque chose de suffisamment, comme on dit aujourd'hui, disruptif, nouveau, pour rester dans les mémoires de plein de gens. Moi, toutes les semaines, je croise des gens qui me disent merci pour ce que tu as fait, et ils font référence à ça. Ils font pas référence à 7 à 8 que je présente depuis maintenant 15 ans. Ils font référence à ça, au JT de TF1. Donc oui, c'est quelque chose de très important. Après, moi, je l'ai très bien... Alors, je pense l'avoir pas mal géré et je l'ai très bien digéré surtout. Oui, c'est-à-dire que je suis passé à autre chose. J'ai décidé, ce qui est aussi sans doute encore plus rare que d'arriver à faire le 20h, c'est d'y renoncer. Donc j'ai décidé un jour, pour plein de raisons, d'arrêter d'être le joker du 20h pour faire d'autres choses et je le regrette pas du tout. Oui, mais quand même, d'avoir lu le lendemain du premier JT de 20h, et c'est vous qui l'avez rapporté, avoir lu un journaliste qui écrivait, il était très bien et d'ailleurs, il parlait avec un français parfait. Alors, ça, c'était quand même... c'est quelque chose que j'ai lu. J'ai fait l'erreur une fois de citer un journal qui n'était pas le responsable. Je ne désignais même pas de coupable, c'est juste un constat qui montre à quel point c'était disruptif pour certains. Et que c'était, choquant non, mais tellement nouveau que ça suscitait de l'étonnement. C'était plus pour ça que je l'ai cité, mais c'est vrai que j'ai lu cette phrase. Je ne sais plus dans quel journal exactement, mais oui, j'ai lu cette phrase le lendemain de ma première. Oui, et rappelez que parfois, il y a pu y avoir du racisme dans votre vie, Harry. Alors, moi, très honnêtement, à titre personnel, je n'ai jamais été traumatisé par le racisme. Il y a eu des épisodes de racisme. Je citais récemment un épisode qui m'a marqué. Je devais avoir 4 ou 5 ans, où, avec ma famille, on avait été interdit d'entrer d'un commerce par un commerçant qui était raciste. Mais très honnêtement, ça m'est arrivé très peu souvent et c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Moi, j'ai pas grandi dans le complexe de ma négritude. J'ai toujours accepté comme une évidence et vécu avec ma négritude. Donc, je peux pas dire que j'ai ce complexe-là. Ce qui est plus dommage, c'est effectivement des discriminations de systèmes qui, même si elles ne sont pas écrites, font qu'on est bloqué pour faire ci, c'est plus compliqué de faire ça, et que c'est fatigant quand on est un enfant de la République comme un autre. En tout cas, on est censé l'être. Oui. Les nouvelles d'après 20h, il y en a une d'ailleurs qui s'appelle Post-Mortem, et qui dit « T'étais noir, toi ?» Attends, laisse-moi penser 2 secondes. Je crois que oui, pourquoi ? Parce qu'il me semble que j'étais blanc, moi, et raciste. Donc, en fait, ils se retrouvent après leur mort, je sais pas où, quelque part, et ça donne cet échange-là. Mais ça montre le ridicule. Si on pouvait avoir ces réflexions-là incarnées, sur Terre, ça serait bien mieux, on gagnerait du temps. Parce que, à la vérité, c'est ce que je crois profondément. Après, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais je pense que cette superficialité-là, elle ne compte pas et elle ne doit pas compter. C'est pas ça qui est l'important. Et une fois qu'on est dans un état postérieur, donc post-mortem, on en rigole et on se trouve con. Ça serait bien de se trouver con avant. Oui, c'est vrai. Et alors justement, post-JT, post-20h, c'est drôle, parce que voilà, un bouquin à 2 faces, quand on le retourne à l'envers, il y a un autre auteur, c'est Michel Douard, et puis de l'autre côté, il y a vous. En fait, il y en a un, c'est la machine à écrire, l'autre, c'est la télévision, une vieille télé d'ailleurs, Harry. Et donc, c'est dire, au fond, on prend le bouquin dans tous les sens, le noir, le blanc, et puis on peut rentrer comme on veut dans des histoires. Au fond, il y a une certaine universalité. C'est vrai.
Il y a une universalité dans le concept. Moi, je suis assez content de cette couverture dont je revendique un peu fièrement l'idée et le concept. Moi, j'ai demandé à Michel d'écrire ce bouquin avec moi parce que c'est un auteur de Tours. Moi, j'ai grandi à Tours, je suis né à Tours, j'ai grandi à Tours. C'est un auteur de Tours que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de talent. Et j'ai été très fier qu'il accepte de faire ce livre avec moi. Et j'ai tout de suite pensé à cette espèce de système. Lui, il a ses nouvelles de son côté dans un sens. Moi, j'ai mes nouvelles de mon côté dans l'autre sens. Donc c'est un livre qui a 2 couvertures, il n'y a pas de 4e de couverture sur ce livre, il y a 2 couvertures et on le prend dans le sens où on veut, on lit les nouvelles dans l'ordre que l'on veut et c'est ça qui est bien avec ce bouquin, c'est que c'est plein de petites histoires, des univers à la fois différents mais qui disent un peu la même chose et des styles aussi d'écriture différents et je pense que c'est voilà. Top, ouais. Alors je remonte juste quand même parce que ça mérite, hein, vous voyez, vous avez d'un côté Harry et de l'autre, voilà, l'autre auteur. Et Michel, il tient le livre. Voilà. Avec la couverture où moi je suis. Exactement. Et dans la couverture, voilà, c'est en abîme. Dans la couverture du livre que je tiens, il y a lui. Enfin, c'est. Voilà. Non, mais c'est super idée ça. Alors, on avait déjà vu d'ailleurs un roman. Mais alors, le premier roman, Harry, c'était sous un pseudo. Oui. Pourquoi pour pas donner avec un pseudo d'ailleurs très particulier, familial, on va dire. Hein. Oui, tout à fait. Ajibungo, j'ai pris le nom de jeune fille de ma maman, le nom de ma grand-mère maternelle. Et c'était une coquetterie, très clairement, mais que j'ai justifié par le fait que, à l'époque, je l'ai sorti en 2007, je venais d'arriver au JT, il y avait une grosse focalisation médiatique sur ma personne, et moi, je voulais pas que le livre se vende pour de mauvaises raisons, j'avais pas envie du petit bandeau, ça y est, vu à la télé, pour vendre le livre, je trouvais ça pas bien. Donc je me suis dit, je vais prendre un pseudo, je vais faire une couverture où j'aurai pas de visuel. Et les gens qui vont s'y intéresser, ce sont des gens qui seront censés s'intéresser vraiment à ce qu'il y a dans le livre. Bon, après, comme j'ai fait la communication, c'était... Ça ramène toujours quand même... toujours, évidemment. Évidemment. Ouais. Mais alors, il y a eu aussi un film. Oui. Et il y a quelque part, voilà, quelqu'un qui n'a pas envie qu'on l'enferme dans quoi que ce soit. Et même y compris, d'ailleurs, dans, j'allais dire, quelque chose de confortable. C'est vrai que quitter le 20h, il n'y en a pas beaucoup qui le font, pour aller à 7 à 8, RTL, en immersion avec Harry Roselmack. C'est-à-dire, au fond, cette liberté, c'est quelque chose de très profond. Exactement. C'est quelque chose de très profond. Pour moi, la vie en général, et la vie professionnelle en particulier, ce sont des parcours. Et pour moi, un parcours, c'est quelque chose qui passe par des étapes pour aller vers d'autres étapes. Et j'aime bien pouvoir explorer tout ce que je me pense être capable de faire. Après, c'est là peut-être la limite. C'est que je fais des choses... Moi, je sais que je suis capable de les faire. Peut-être que certains pensent que je ne suis pas à ma place en faisant telle ou telle chose ou telle autre. Et je sais que, par exemple, faire ce film, pour moi, ça a été une aventure incroyable. Je suis très fier de ce film. On l'a terminé déjà. On l'a présenté en festival. Il a gagné des prix en festival. Néanmoins, j'ai bien ressenti que dans le milieu du cinéma, quand je suis allé demander des subventions et des choses comme ça, on m'a regardé avec de gros yeux en se disant « Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il nous demande ?» Oui. Bon, c'est pas grave. Il faut y aller quand même. Oui. Oui, c'est ça, en fait. C'est le message que moi je fais passer à beaucoup de jeunes. Accepter les portes fermées. Exactement. Mais d'ailleurs, on s'imagine que ça n'a pas été facile d'arriver jusqu'en haut, là, Harry. Rien n'est jamais facile, mais tout est question de volonté, d'engagement et de conviction. Moi, je dis de foi parce que je suis quelqu'un qui a la foi, mais la simple conviction fonctionne aussi. Quand on est convaincu de quelque chose et quand on s'en donne les moyens, on a toutes les chances d'y arriver. Oui, sans être le porte-parole de quelque chose ou quelque chose d'autre, sans être autre chose que soi-même. Exactement, être soi-même, mais en connexion avec les autres. Je pense qu'un bon journaliste, vous le savez, c'est sûr, et un bon être humain, c'est un être humain qui a de l'empathie. Un être humain qui n'a pas d'empathie, qui n'est pas connecté avec les autres, c'est un piètre être humain. Et je crois qu'il faut être soi-même, mais il faut être connecté avec les autres. Savoir lire dans le regard de l'autre ce dont il a besoin, ce qu'il attend, ce qui le ferait grandir. Oui. Ce qui fait par exemple signer il n'y a pas longtemps un papier en disant il faut laisser les journalistes travailler dans 7 à 8, et il faut quand même défendre la liberté. La liberté, c'est effectivement quelque chose qui se défend. Malheureusement, on a l'impression qu'on est dans une séquence où elle doit se défendre de plus en plus fort parce qu'il y a des tendances... Alors, à la peur déjà, puisqu'on est dans un monde incertain, donc on a des tendances à la peur, à la fermeture, à la réclusion et au contrôle.
Et nous, on se rend compte en tant que journaliste de magazine qu'on tourne parfois, on fait des demandes pour tourner dans telle ou telle administration et qu'il y a une telle volonté de contrôle et de maîtrise qu'on nous demande de signer parfois des conventions. Ça se généralise et nous, on a voulu tirer la sonnette d'alarme avec tous les copains qui font du magazine en France, dans le PAF. On a voulu tirer la sonnette d'alarme en disant attention, que ça n'aille pas trop loin. On peut comprendre une volonté de protéger les enquêtes, de protéger la sécurité de gens qui travaillent. Ça, c'est normal et ça fait partie de notre métier, ça fait partie de notre déontologie. Maintenant, on peut se le voir rappeler par un document, mais aller plus loin que ça, non. Oui, oui. Et sur les autres sujets, on a vu évidemment les violences policières, parfois les accusations de racisme. Là, il y a une petite polémique, enfin une polémique à Biarritz sur un quartier qui s'appelle la Négresse, que certains demandent à débaptiser. Tout ça, j'allais dire, c'est nécessaire, ces débats? Bien sûr, c'est nécessaire parce qu'il y a des persistances de racisme théorisé il y a bien longtemps, mais qui restent de façon inconsciente dans les esprits. Et à cet égard, je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais il y a mon ami Lilian Thuram qui a écrit un livre qui s'appelle La pensée blanche, qui est Il est venu pour parler de ce livre sur ce plateau, justement. Qui oui. est extrêmement intéressant, même s'il peut être douloureux, parce que c'est quand même une découverte pas très agréable de se dire qu'on peut avoir comme des implants informatiques, mais une vision du monde qui fait partie d'un héritage et qui n'est pas et qui inconsciemment accouche quand même du vision raciste ou racialisée. C'est pas quelque chose de très agréable. Néanmoins, c'est quelque chose qui peut faire avancer. Parfois, les prises de conscience, et les psychanalystes vous le diront, ça marche pour l'individu, ça marche aussi pour le collectif. La prise de conscience, c'est quelque chose qui permet d'aller de l'avant. Donc là, je crois qu'il y a effectivement des combats à mener, des rappels à faire et de l'éducation, comme ce que fait Lilian avec son livre, à apporter pour que on vive mieux les uns avec les autres. Qu'on soit dans le post-mortem, anté-mortem. C'est ça. Harry Roselmack, nouvelle d'après 20h. Il est beaucoup question de partage dans toutes ces nouvelles. Oui. Ça, c'est le mot qu'on retient. C'est le maître mot. Partager. Donner, encore une fois, être soi, mais faire attention à l'autre et lui tendre la main. Merci. Harry Roselmack était notre invité. C'est publié chez Auteurs du Monde. Merci Harry d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.